Aurais-je connu une telle carrière sans ce physique atypique? Ne vous focalisez pas uniquement sur cette fameuse dentition chevaline, vous en faites grand cas. Sous les feux aveuglants des projecteurs et le crépitement des flashs, Fernandel a longtemps incarné l'éclat de rire d'une France entière. Cet homme dont le sourire immense et les dents proéminentes réchauffaient les âmes était le remède d'un peuple portant encore les stigmates sanglants de la guerre. Fernand Contandin, enfant de la Canebière, né en 1903 à Marseille, s'est hissé au rang de véritable monument national durant les décennies 50 et 60. Il est devenu l'emblème absolu d'une nation cherchant désespérément à retrouver l'insouciance et à se rebâtir sur les ruines fumantes du second conflit mondial. Ses œuvres cinématographiques, notamment la saga culte de Don Camillo, où il prêtait ses traits à un curé de choc affrontant un mer rouge, drainaient des foules immenses dans les salles obscures, agissant comme un pansement sur une société française, alors profondément fracturée. Pourtant, derrière ce masque de jovialité, rampait un des ténèbres insoupçonnées, des plaies vives causées par l'exploitation financière et les coups de poignard dans le dos d'un show business sans pitié. Au crépuscule de sa vie, à l'âge de 67 ans, en 1971, sentant la fin approcher, Fernandel a choisi de briser l'omerta. C'est au détour d'un entretien bouleversant, précieusement conservé par l'INA, qu'il a désigné les 4 entités ou individus auxquels il vouait une rancune tenace. Une confession ultime, presque thérapeutique, qui a mis en lumière les craquelures du mythe. En tête de liste, Marcel Pagnol, son frère d'armes. Des chefs-d'œuvre provençaux pour leurs disputes homériques et les questions d'argent qui ont empoisonné leur fraternité. Puis Alfred Greven, le patron de la Continental Films, sous la botte de l'occupant nazi, qui l'a contraint à tourner par la force durant les heures les plus sombres de l'histoire. Christian Jacques également pour la tyrannie exercée sur des plateaux devenus des lieux de torture psychologique, et finalement la machinerie impitoyable du cinéma hexagonal qui l'a broyé, le réduisant à une simple machine à cash, méprisant totalement l'homme sensible derrière l'acteur. Comment ce géant de l'humour a-t-il pu emmagasiner autant d'amertume? Qui sont les véritables coupables qui ont sacrifié sa liberté artistique sur l'autel d'une gloire aussi brillante qu'éphémère? Pourquoi, alors que nous sommes en 2026, ce récit résonne-t-il avec tant de force, nous poussant à interroger l'envers du décor du 7e art d'après-guerre? Dans cette enquête exclusive, nous allons décortiquer la trajectoire de Fernandel depuis ses sommets vertigineux jusqu'au calvaire dissimulé, pour aboutir à cet instant de vérité où un vieil homme fatigué décide enfin de reprendre la plume de sa propre légende. Le fossé est abyssal entre l'image d'Épinal du clown adoré des Français et la tourmente intérieure d'un artiste pris au piège de son époque, une France en pleine métamorphose où le rire servait souvent de paravent à la détresse humaine. Fernandel, avec son accent chantant et ses mimiques élastiques, portait sur ses épaules les espoirs d'une génération sacrifiée. Cependant, ces drames intimes sont le miroir des tragédies muettes vécues par tant de stars déchues, pressées comme des citrons par un système industriel plaçant la rentabilité bien au-dessus de la dignité humaine. Ces aveux tardifs, vibrants d'une colère contenue, nous remémorent que chaque icône dissimule une vérité friable, prête à exploser lorsque le poids du silence devient trop lourd à porter. Fernandel s'est élevé tel un soleil dans le ciel du cinéma tricolore, inondant l'après-guerre d'un humour salvateur, indispensable à la guérison morale d'un pays dévasté. Issu du peuple né dans la modestie marseillaise en 1903, il a fait ses premières armes sur les planches poussiéreuses des music halls des années 20. Il y hypnotisait déjà le public avec sa gueule inoubliable et ses sketchs hilarants, fleurant bon la lavande et l'accent du midi. Son ascension vers les sommets a percuté de plein fouet la révolution du cinéma parlant imposant son génie comique des Le Blanc et le Noir, réalisé par Robert Fleuret, mais c'est indéniablement son alliance avec Marcel Pagnol qui l'a propulsé au firmament des étoiles. Dans le film Angèle, en 1934, il a su donner à un paysan simplème une épaisseur tragique, bouleversante.
confirmant son talent dans Regain, en 1937, où son personnage de rémouleur incarnait la survie du monde rural, faisant écho aux angoisses d'une France encore secouée par la Grande Dépression économique. Les spectateurs, comme en témoignent les archives, voyaient en lui l'antidote à la morosité nationale. Chacune de ses apparitions à l'écran était une bouffée d'oxygène, à l'image de La fille du puisatier, en 1940, face au monstre sacré Rému, célébrant la morale familiale, au sein d'une patrie déchirée par la défaite. Puis vint le raz-de-marée international avec la saga Don Camillo, s'étalant de 1952 à 1965, adapté de l'œuvre de Giovanni Guareschi sous l'œil de Julien Duvivier puis Carmine Gallone. Cette série où Fernandel en soutane livrait bataille à Pépone est devenue un phénomène culturel exporté jusqu'en Italie et aux États-Unis, pulvérisant les records avec plus de 200 millions d'entrées cumulées selon les historiens du cinéma. En 1971, il n'était plus seulement un acteur, mais un monument du patrimoine affectueusement surnommé le cheval, pour ce rire hennissant qui fédérait petits et grands dans une France bouleversée par le baby-boom et l'arrivée massive de la télévision dans les foyers. Ces tubes comme Félicie aussi, en 1939, ou l'incontournable Ignace, tournaient en boucle à la radio, figeant cette image de nigaud sympathique. Un rêveur maladroit offrant une échappatoire au quotidien. Néanmoins, au sommet de cette gloire apparente, l'étau se resserrait. Des cadences de tournage infernales violaient son jardin secret et le plaisir du jeu s'effritait sous le poids des doutes, tels des fissures invisibles sur une statue de marbre. Fernandel, ce monstre sacré du cinéma français, affichait une fidélité inébranlable envers Henriette Mance, durant 45 longues années, jouant à la perfection son rôle de père aimant tout en dégustant l'ivresse de ses triomphes. Cependant, derrière les paillettes, l'ogre de l'industrie cinématographique commençait à réclamer son dû, creusant insidieusement les premières failles dans ce qui semblait être un conte de fées méridional. Alors que la France entière vénérait Fernandel le hissant au rang d'icône nationale intouchable au sourire chevalin, l'envers du décor révélait une réalité bien plus sombre, un univers impitoyable, où les chaînes bien que dorées restèrent des entraves et où la célébrité servait de masque à une exploitation vorace. Durant les années noires de l'occupation de 1940 à 1944, il se retrouva le couteau sous la gorge, contraint de mettre son art au service de la sulfureuse Continental Films. Cette firme, véritable bras armé culturel des nazis, pilotée par l'ambigu Alfred Greven, finançait des longs métrages tels que Les Inconnus dans la maison en 1942, orchestré par Henri Decoing. Comme le souligne avec justesse l'ouvrage explosif Continental Films de Christine Leteux, paru en librairie en 2022. La star marseillaise avait paraphé des contrats léonins, se retrouvant dépossédée de toute maîtrise sur ses cachets faramineux et sur un emploi du temps devenu infernal. C'était un système pervers et écrasant, réduisant les plus grands artistes à de simples pions manipulables au cœur d'une vaste machinerie de propagande qui ne disait pas son nom. Même si l'acteur a miraculeusement échappé aux foudres de l'épuration à la Libération, un fait rappelé par une chronique de RTL.fr en 2021. Cette époque trouble a gravé en lui une rancœur indélébile envers ses producteurs tout-puissants qui avaient confisqué sa liberté de créateur. Ce fut là le premier goût amer de la trahison, une ombre indélébile sur une carrière qui, vue de l'extérieur, semblait baignée de lumière. Par la suite, sa complicité légendaire avec Marcel Pagnol, née sous le soleil de leurs succès provençaux communs, finit par se briser avec fracas. Au lendemain de la sortie de Topaz en 1951, la guerre des égos éclata, révélant des désaccords irréconciliables sur la vision artistique. Pagnol, en auteur intransigeant, revendiquait une dictature totale sur ses textes et ses scénarios. Comme l'explique la biographie fouillée de Raymond Castance, publiée en 1995, Fernandel se sentait instrumentalisé, n'étant plus maître des personnages, qui avaient mis et pourtant bâti sa légende.
Une blessure narcissique profonde, aggravée par l'inexistence d'une vie privée normale, le privant des joies simples de l'étude des banquets entre amis ou de la chaleur du foyer familial. À cela s'ajoutait le harcèlement constant des agents et de la presse, exigeant qu'il préserve à tout prix cette image d'amuseur public, transformant l'ange du rire en une marionnette à bout de souffle. La collaboration avec le réalisateur Christian Jacques sur le plateau de La cuisine au beurre en 1963 tourna au cauchemar logistique, où malgré la présence complice de Bourvil, les tensions atteignirent leur paroxysme avec des journées de labeur dépassant les 12 heures consécutives. Un rythme effréné qui ne faisait qu'accentuer son épuisement chronique et sa consommation compulsive de tabac gris. Ces réalités souvent étouffées ressurgissent aujourd'hui dans les archives IMDb et les cercles de passionnés sur Facebook, notamment ceux dédiés à Pagnol, encore actifs en 2026. Tragiquement, ni le milieu du cinéma ni son cercle intime ne semblaient dresser de remparts pour le protéger, nourrissant chez lui ce sentiment tenace d'être une vache à lait. Le contraste était saisissant entre le héros jovial qui crevait l'écran et l'homme solitaire prisonnier de sa propre caricature, dont les sourires de façade dissimulaient une angoisse grandissante. Ces failles secrètes invisibles, aux yeux du grand public avide de divertissement, posaient les jalons d'une crise existentielle majeure. Elles mettaient en lumière la cruauté d'un système capable de broyer ses enfants chéris sans le moindre remords. Quand la lumière des projecteurs commença inéluctablement à vaciller, Fernandel dut faire face à la pire des ingratitudes, l'oubli progressif et la maladie dévastatrice. Le mal rongeait ce corps usé par des décennies de performances ininterrompues. En 1970 à Paris, sa santé s'effondra brutalement. Le verdict tomba trop tard, un cancer du poumon généralisé, fruit d'un tabagisme invétéré, aggravé par un stress permanent. Une vie de tournage harassant, qui fut même soulignée dans la nécrologie du New York Times en 1971. Il tira sa révérence le 26 février 1971, fauché à 67 ans, laissant une œuvre en suspens et un film orphelin. Heureux qui, comme Ulysse mis en scène par Henri Colpi, résonne aujourd'hui comme un testament poignant, un ultime retour aux sources de sa Provence natale. Le public qui l'avait tant adulé sous la soutane de Don Camillo commençait alors à se détourner, les yeux rivés vers la modernité de la nouvelle vague. Une indifférence glaçante amplifiée par une presse critique jugeant son style ringard, comme en témoignent les pages de Paris Match de l'époque. Cette industrie qu'il avait portée au nu restait désormais de marbre face à son agonie. Aucun hommage d'envergure ne vint saluer son départ immédiat, confirmant ce sentiment d'abandon chez celui qui avait tout sacrifié pour son art. Sur le plan émotionnel, ce fut un véritable séisme intérieur pour l'acteur. Isolé dans sa luxueuse villa parisienne, Fernandel tentait un dernier baroud d'honneur, en créant la Gaffer, sa société de production, espérant naïvement reprendre la main sur son destin. Mais le désarroi l'avait déjà gagné, il restait prisonnier de l'ombre de son personnage de clown éternel, incapable de s'en détacher. Des bruits de couloir relayés sans confirmation officielle par des plateformes comme Yahoo News, encore en 2026, laissaient entendre une forme de négligence familiale, suggérant que ses proches auraient minimisé sa souffrance pour le maintenir au travail jusqu'à l'épuisement total. Cette descente aux enfers illustre parfaitement la fragilité éphémère de la gloire et du star system. C'est l'histoire d'un géant du rire qui s'éteint dans un silence assourdissant, victime d'une machine qui l'a pressé comme un citron avant de jeter l'écorce. À l'aube de ses 67 ans, en 1971, lors d'une interview bouleversante conservée par Lina peu avant sa mort, Fernandel s'empara enfin de sa propre histoire, brisant ce silence pesant qu'il avait traîné comme un boulet invisible tout au long de sa vie. Imaginez la scène lourde de sens dans l'intimité feutrée de son appartement parisien, l'icône, son carnet jaune fétiche serré entre les doigts, s'apprête à briser le silence en désignant avec une émotion à peine contenue les 4 fantômes qu'il n'a jamais pu absoudre. Ce moment solennel ne vise pas la vengeance, mais marque un acte vital de purification, une quête éperdue de délivrance personnelle.
Une tentative ultime pour reprendre les commandes d'une destinée qui lui a été arrachée, morceau par morceau, au fil des décennies. La première cible de cette confession est douloureuse. Marcel Pagnol, son frère de cinéma complice des chefs-d'œuvre provençaux comme Angèle ou Requin, avec qui la rupture fut consommée lors des guerres d'ego légendaires pour le contrôle artistique après la sortie de Topaz en 1951. C'est une trahison intime, une blessure béante qui a souillé une amitié que l'on croyait éternelle, comme le dissèque avec précision la biographie explosive de Raymond Castance, parue en 1995. Vient ensuite l'ombre menaçante d'Alfred Greven, le tyran à la tête de la Continental Films, sous l'occupation qui a profité du chaos pour le piéger dans des contrats léonins, étouffant sa créativité et sa liberté en pleine guerre, l'enfermant dans des productions imposées telles que Les Inconnus dans la maison en 1942, alors que le monde s'effondrait autour d'eux. Une période sombre corroborée par les révélations troublantes de l'ouvrage de référence Continental Films, signé Christine Leteux et publié en 2022. Le troisième accusé est le réalisateur Christian Jacques, pointé du doigt pour son harcèlement moral et les cadences infernales imposées sur des plateaux comme celui de La Cuisine, au Beurre en 1963. Un tournage cauchemardesque qui a précipité le déclin de sa santé déjà vacillante. Ces faits accablants refont surface grâce à l'exhumation d'archives sur la base de données IMDb et via les témoignages poignants partagés par les passionnés sur les réseaux sociaux dédiés à l'acteur en 2026. Enfin, il condamne sans appel le système global du show-business français, cette machine à broyer impitoyable, qui a réduit un être humain complexe à une simple vache à lait, un mécanisme d'exploitation vorace qui a siphonné son autonomie et alimenté son addiction destructrice au tabac. Lorsqu'il prononce ces mots, sa voix vacille, mais son regard reste d'acier. Ce n'est pas une plainte, c'est une déclaration d'indépendance, une parole puissante focalisée sur sa renaissance. Ces 4 noms ne sont plus des personnes, ce sont les chaînes qui m'entravaient et que je fais voler en éclats aujourd'hui pour que ma véritable voix puisse enfin résonner. Lorsque ces confidences ont éclaté au grand jour, l'onde de choc fut totale. Le public et la presse oscillèrent entre incrédulité, scepticisme et une vague immense de compassion pour l'homme blessé. Le magazine Paris Match, dans une édition mémorable de 1971, racontait comment cet aveu crépusculaire avait sidéré un milieu qui ne voulait voir en lui que le pitre au sourire chevalin, découvrant avec stupeur la mélancolie profonde cachée derrière le masque du comique. Cet instant de vérité rarissime pour une star de son calibre à cette époque a marqué le divorce définitif avec un monde ingrat, offrant une purge émotionnelle tardive dont l'écho vibre encore dans la mémoire collective du 7e art. Au-delà du drame individuel, le calvaire de Fernandel tend un miroir déformant et accusateur à toute l'industrie du spectacle. Les paillettes et les tapis rouges dissimulent trop souvent la facture humaine exorbitante, réglée en silence par nos idoles. En reliant ces drames personnels à la mécanique froide du cinéma français de l'après-guerre, on réalise avec effroi comment un système aveuglé par la rentabilité transforme des artistes sensibles en produits de consommation courante, piétinant leur dignité sans le moindre remords. Imaginons un instant et si les studios avaient à considérer ces légendes comme des âmes vulnérables, plutôt que comme des marionnettes désarticulées à leur service. En 2026, sommes-nous enfin prêts à entendre les cris silencieux de nos stars avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement sur leur tragédie? Pourquoi cette malédiction frappe-t-elle tant d'artistes oubliés, des enfants stars brisés aux monuments nationaux déchus? Ils finissent tous pris au piège de contrats abusifs et d'une pression psychologique invisible qui les détruit à petit feu. Cette analyse doit éveiller une conscience collective, nous rappelant que derrière chaque figure mythique palpite le cœur d'un individu qui mérite respect et écoute. Il est temps d'invoquer l'empathie du grand public pour révolutionner les pratiques et honorer la mémoire de ceux comme Fernandel, dont les éclats de rire servaient de rempart à des déchirures intérieures abyssales. Concluons par cette pensée fulgurante, qu'elle soit de sa plume ou inspirée par son esprit tourmenté. Je ne suis pas en quête de pardon.
Mon unique désir est que ma vérité soit enfin narrée avec mes propres mots, loin des mensonges d'Hollywood.